Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je suis rédactrice web SEO à mon compte et j'ai conservé ma casquette de podcasteuse. À travers cette 4e saison, j'ai décidé de partager avec vous un dimanche sur 2 des parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léna. Elle a 36 ans, elle vit dans le sud de la France et elle a exercé en tant que professeure des écoles en région parisienne. Aujourd'hui, Léna est tatoueuse et elle est passionnée par son métier. Au-delà du tatouage en lui-même, elle passe aussi du temps à échanger avec ses clients autour de leurs projets, à dessiner, à communiquer et à s'occuper de la cogestion de son salon. Dans cet épisode, on parle de métier passion, d'humanité, de mutation, de dessiner sur les gens, de concurrence et d'avoir moins de vacances. Bonne écoute! Bonjour Léna. Bonjour, enchantée. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast et nous avons déduit hors micro que j'avais probablement reçu ton contact grâce à Vincent, que je remercie. Et si jamais c'est pas lui, je mènerai une enquête plus approfondie. Mais donc j'étais très contente parce que tu as un profil et un parcours assez atypiques. Mais je vais te laisser le raconter en te présentant succinctement de la manière dont tu le désires. D'accord. Du coup, je m'appelle Léna, j'ai 36 ans. J'étais anciennement professeure des écoles sur la région parisienne, dans les Yvelines exactement. J'ai arrêté ce métier en 2018, voulant faire une reconversion dans un métier qui est totalement différent, qui est le tatouage en fait, mais qui n'est pas tant que ça pour moi, puisque en fait, ce métier, je le connais depuis des années, puisque c'est dans ma famille en fait depuis plus de 30 ans. Après, je pourrais expliquer un peu plus longuement ça, mais en gros, ma parenthèse de vie, c'était plus l'enseignement. Je suis retournée à mes premiers amours, c'était le dessin et l'art. Parce que j'ai lu une interview de toi, j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Et donc, je me pose des questions, car j'ai lu que à la base, tu étais sportive de haut niveau dans le monopalme. Oui, c'est ça. J'ai ensuite lu que tu avais été aux arts appliqués, que tu étais devenue graphiste. Oui, c'est ça. J'ai ensuite lu que tu avais un BTS en communication. Et après, à la fin de cette partie d'interview, tu dis « Et du coup, j'ai passé le concours de professeur des écoles. » Et moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est comment arrive ce « du coup ». À quel moment, pourquoi et comment tu te dis « Pourquoi pas professeur des écoles et pas autre chose ?» Alors, en plus, c'est assez sensé au final. J'ai été sportive de haut niveau. Ça a été une grosse partie de ma vie, de mes 10 ans, peut-être à mes 22 ans. Je me suis entraînée tous les jours, 2 fois par jour. Et c'était super, quoi. Sauf qu'à un moment, j'avais une autre passion, c'était le dessin. Et niveau carrière sportive dans la monopalme, comme c'est un peu un sport de niche, je me suis dit, je vais pas pouvoir aller très loin. Et puis, je suis un peu allée au bout de ce que je pouvais faire. Du coup, je me suis orientée vers ma deuxième passion, qui était le dessin. J'ai décidé de faire des études en art appliqué. Je me suis dirigée vers l'infographie, le web design. En fait, c'est un secteur qui est extrêmement bouché. C'est vrai que c'est des métiers, là, c'était il y a quelques années, j'ai commencé en 2008. C'était des métiers qui devenaient pas mal à la mode et en fait, c'était très dur de trouver du travail. Il y a un fossé entre ce qu'on nous promet pendant les études et après le marché du travail. Du coup, j'ai commencé à accumuler un petit peu les petits jobs. Ce qui est facile à trouver, c'est nounou. J'ai fait gouvernante. J'ai fait surveillante en collège. Et en fait, pendant une expérience de surveillante en collège, je me suis très très bien entendue avec la CPE du collège, qui m'a vachement poussée à passer un concours dans l'éducation. Elle voulait à tout prix que je devienne CPE. Parce qu'elle pensait que j'avais une petite vocation là-dedans, que j'avais des facilités avec les enfants et moi, je me sentais pas capable d'être CPE. Je me voyais pas gérer des adolescents, des parents. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le compromis, passer le concours de professeur des écoles. Puis c'était un petit challenge aussi, parce que moi, je sortais d'une filière en art appliqué. Je me suis dit retourner à l'école, avoir un bac+5, il y a un petit côté un peu. Et puis voilà, le statut de professeur des écoles, quand même, c'est je sais pas, il y a un truc cool là-dedans quand on dit aux gens, moi, je suis enseignante. Ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'on a plus de pouvoir parfois qu'un médecin, qu'un avocat. J'ai ressenti ça, quoi. Et c'est de là qu'est venue ma reconversion et je suis rentrée en master 1 et puis j'ai passé le concours et puis j'ai eu un poste dans les Yvelines et puis voilà, c'est là que tout a commencé. Et est-ce que ça t'a plu comme métier ? Ça m'a plu, oui et non, parce que forcément sinon j'aurais pas démissionné. J'adore travailler avec les enfants.
Je pense que c'était pas la vocation d'enseignement vraiment qui me plaisait, mais je voulais travailler avec des enfants. J'aurais voulu être éducatrice ou travailler en foyer. J'avais vraiment un besoin de travailler auprès d'adolescents ou de jeunes enfants. Et du coup, ce truc-là d'aller le matin au travail, et même quand on n'a pas trop le moral, moi, j'arrivais de voir en fait 30 gamins devant moi qui avaient plein de trucs à me raconter, toujours avec une bonne énergie en fait, parce que les enfants, ça a quand même une bonne énergie. Même les plus pénibles, ils ont une bonne énergie. Ça, je trouvais ça super cool. Voilà. Après, pour d'autres choses, beaucoup moins. On va dire ce qui m'a donné envie, c'était vraiment de travailler avec les enfants. Et qu'est-ce qui te plaisait moins, justement? J'ai pas aimé le système administratif derrière, toute la partie inspection, toutes les personnes qui travaillent au rectorat, tout ce qui est dirigé un peu au-dessus de nous. En fait, on a un petit peu des pions mis au service de l'État et en plus, c'est nous qui prenons toutes les réflexions. Enfin, quand on lit des fois un peu sur les réseaux sociaux, on n'est pas attentif aux enfants, qu'on laisse passer du harcèlement, enfin, je trouve qu'on s'en prend quand même plus à la tête. Alors qu'au final, moi, j'ai quand même rencontré, on va dire, 80% de gens qui sont vraiment dévoués à leur métier. Il y a toujours des gens qui sont incompétents, mais ça, c'est dans tous les métiers. Mais ça me faisait un peu de peine parce que moi, j'étais confrontée tous les jours, en plus, à des classes assez difficiles, dans des milieux assez difficiles, avec des super gamins, quoi. Mais c'est marrant. Nous, au front, on s'occupe de certains problèmes. On essaye de mener au mieux la barque et que ça se passe bien et d'avoir des enfants qui sont contents de venir le matin. Et puis derrière nous, il y a une espèce de nuage noir comme ça qui nous demande des trucs un peu. Je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment travaillé avec des enfants? Est-ce qu'ils ont vraiment c'est ça qui m'a vraiment déplu, quoi. Il y a beaucoup de gens avec qui j'échange qui ont quitté l'enseignement ou qui y pensent, pas parce qu'ils n'aiment plus l'enseignement ou les enfants ou les parents ou leurs collègues ou tout ça, mais vraiment pour le système administratif qui est au-dessus, enfin ou autour, ça dépend comment on le voit, et qui est beaucoup moins humain que le quotidien qu'on a en classe en fait. Ouais, mais c'est ce que j'entends souvent, ouais. Et c'est très compliqué de gérer ça parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est seul. On arrive dans un métier qui est nouveau. On est seul là-dessus. Et au-dessus de nous, il y a des personnes qui sont là à nous demander plein de choses très. Je pense que pour tout le monde, ça a été pareil la première année. Les fiches de prep, les fiches de séance, de séquence. En fait, finalement, on est plus focalisé là-dessus que vraiment sur ce qu'on va donner en face en classe, quoi. C'est vrai, puis il y a un côté rassurant aussi où tu te dis, ben voilà, on m'a appris dans ma formation à préparer ça comme ça, j'ai préparé, je l'ai avec moi, je suis prête. Et puis en fait, tu te rends compte que la réalité est légèrement différente du fait qu'il y ait bah, voilà, des êtres vivants en fait, quoi. Il y a pas, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Mais est-ce qu'il y a eu une chose en particulier qui fait que tu as voulu quitter ce métier-là, ou est-ce que c'est justement une accumulation comme ça petit à petit qui t'a fait penser à autre chose? Non, j'aurais pu tenir. Il y a une chose en particulier. Moi, j'ai eu des gros soucis avec quelqu'un au niveau de l'inspection. Enfin, pas de l'inspection, enfin, de l'académie. Il y a eu des problèmes sur mon dossier. Moi, il y a eu des erreurs d'affectation. Ça a commencé la deuxième année. En fait, on m'a affecté à un endroit, sachant que les Yvelines, c'est quand même entre le nord et le sud, il peut y avoir 1 heure et demie de route. Donc moi, j'ai déménagé en fonction de ma nouvelle affectation. Je leur ai envoyé un mail pendant l'été en disant, je pense qu'il y a une erreur. On m'avait répondu, non, non. En gros, c'est comme ça. Tu vas dans l'affectation. On n'a pas fait d'erreur. On sait ce qu'on fait. Ben, il s'avère que j'ai fait ma rentrée des classes. Et 2 jours après, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur mon affectation. Du coup, on m'a affecté à 1 heure et demie de route, comme il y avait plus de place, ce qui fait que moi, je venais de déménager. Il était hors de question que je fasse 3 heures de route par jour pour aller travailler. Ça s'est réglé grâce au syndicat. J'aime pas trop aller râler comme ça, mais bon, là, c'était vraiment... Je me suis retrouvée dans une classe où, en fait, le poste était occupé par une vacataire. Donc, en gros, des enseignants qui passent le concours ont des postes de moins bonne qualité, entre guillemets, parce que on va se retrouver avec des postes de remplacement de mi-temps, des charges de direction, être sur 5 niveaux différents. Et là, je rencontre une dame, en fait, qui a un poste, une vacataire, donc qui n'a pas le concours et qui est sur une classe de 20 élèves avec des conditions parfaites. Donc, ça a été déjà un petit peu un déclic quand je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi tout ça? Parce que moi, j'ai repris mes études, j'ai passé un concours, j'ai donné vraiment beaucoup d'énergie et je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai un poste qui est pas terrible, enfin, pas terrible, façon de parler. La goutte d'eau, ça a été la troisième année, donc je me retrouve sur 2 écoles différentes. Donc j'avais, ça va être difficile à suivre, mais en gros, lundi, j'avais des CE1, CM2. Mardi, j'avais dans une autre école des CE2, CM1. Mercredi, j'étais remplaçante, donc on m'appelait le matin. Jeudi, j'avais des CM2 d'une autre école. Et un vendredi sur deux, j'avais la classe du lundi. Un vendredi sur deux, j'avais la classe du jeudi.
J'ai exactement eu ce genre de type de poste où au final, tu as 5 ou 6 écoles différentes et il faut être bien sûr quand tu te lèves le matin d'aller au bon endroit, quoi. Mais c'est au niveau du cerveau, des matières. Enfin, je sais même pas encore à ce jour comment j'ai pu gérer, parce que une classe de CM2, on va te demander de faire certaines matières, sur l'autre d'autres. Bon, finalement, je suis tombée dans 2 écoles super. C'était à la Salle Saint-Cloud avec un directeur et une directrice qui étaient top, avec des collègues qui étaient incroyables. Et malgré le fait que j'avais des postes un peu compliqués, j'ai adoré. J'ai demandé à rester l'année d'après. Le directeur a contacté l'académie pour que je puisse garder le même poste, en fait, au mouvement. Et là, en fait, le mouvement passe et je me retrouve encore sur 4 villes différentes. J'ai de la maternelle, j'ai du CM2, et là, j'ai dit, en fait, je peux plus. Je peux plus. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Moi, je sais pas c'est quoi leur intérêt. Les postes sont vacants. Personne ne les veut, c'est des postes compliqués. Je demande à rester. Je connais les élèves, je connais les parents, je connais les collègues. Non, on me fait tout changer. Et là, j'ai envoyé une lettre à l'académie. Au début, ils nous ont pas tenu compte. Et après, j'ai dit, je démissionne. Et là, on m'a direct rappelé pour me dire, est-ce que j'allais quand même repasser par Paris pour les voir. J'ai dit, mais bien évidemment, je suis quelqu'un de bien élevé et je vais venir et faire ça en bonne et due forme. Et donc, l'inspecteur m'a demandé si c'était un choix définitif. Je lui ai expliqué, en fait, je dis non, j'aurais pu rester, en fait. J'aurais pu rester sous certaines conditions. Il dit, elles sont pas possibles. J'ai dit, dans ce cas-là, j'arrête. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je dis, je vais me lancer dans le tatouage. Ça l'a fait rigoler. Ça l'a fait rigoler. Et des fois, j'ai envie d'envoyer un petit courrier pour lui dire, regarde. Tu peux même lui faire un petit tatouage, un petit Ouais, souvenir. ouais. Ça veut dire que tu savais déjà au moment où tu as démissionné que tu voulais te lancer vers le tatouage et pas vers le graphisme ou un autre type d'art en particulier. Non, en fait, avant d'être dans l'enseignement, j'avais une machine de tatouage. Mon papa m'avait acheté, en fait, puisque lui aussi, il y a quelques années, il avait tatoué. Et j'avais commencé à essayer sur des fausses peaux. Et après, j'avais commencé à tatouer des amis à moi, chose à ne pas faire. Maintenant, je suis dans le milieu, mais je l'ai fait. Et en fait, quand ça allait pas, je parlais beaucoup à mes amis de ma condition, quoi, en tant que professeur et tout. On me disait, mais démissionne, lance-toi dans le tatouage, t'as quelque chose à faire. Mais c'était très dur parce que je passais d'un métier stable avec un salaire fixe en tant que fonctionnaire à d'un coup, je me lance dans l'inconnu. Est-ce que je vais avoir du travail? Est-ce que je vais gagner ma vie? Voilà. Et puis, en fait, je l'ai fait. Et je regrette pas. Est-ce que tu te disais dans ta tête que tu voulais trouver un travail dans un salon déjà existant ou est-ce que tu voulais te mettre à ton compte? Alors, je voulais mettre à mon compte. De toute façon, on est quasiment tout le temps obligé de se mettre à son compte, d'être en auto-entreprise. Mais moi, j'avais la chance d'avoir un cousin un grand cousin, qui est un peu un pionnier du tatouage. Ça fait des années qu'il exerce. Il fait partie des premiers tatoueurs sur la Côte d'Azur. Et en France, c'était très peu à l'époque. Ça fait plus de 30 ans qu'il tatoue maintenant. Donc lui, le salon, il était ouvert depuis 30 ans. Et puis, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais faire ça. Et en fait, il m'a reçu et m'a un peu découragée. Tu n'y arriveras jamais, il y a beaucoup de concurrence, c'est un métier difficile, il faut ça, ça, ça. Et en fait, je comprends maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et comme c'est le truc un peu cool, je veux faire tatoueur. Mais voilà, derrière, il y a un vrai truc, quoi. Il a mis 1 an, en fait, avant de me dire, c'est bon, tu rejoins l'équipe. Pendant 1 an, j'ai dû me former un peu de mon côté, passer une formation hygiène, acheter du matériel, continuer à dessiner, préparer un book. Et en fait, il a besoin de voir mon engagement, en fait, le niveau de mon engagement pour que je rejoigne cette équipe qui est établie depuis très longtemps. Donc, c'est un gage de qualité. Donc, c'est une chance pour moi, c'est sûr. Si peut-être j'avais pas eu quelqu'un dans ma famille, je sais pas si j'y serais arrivée. Enfin, si ou dans d'autres conditions, en fait, peut-être. Là, après, le fait que lui te mette en garde comme ça, je pense que c'est aussi quelque part pour eux, pour leur équipe, forcément, mais pour ton bien aussi, et que tu en aies vraiment conscience. Et des fois, on se dit, on sait qu'il va y avoir des efforts à faire, mais on n'a pas vraiment conscience d'à quel point ça peut être difficile, de combien de temps ça peut prendre, quelle énergie ça peut prendre. Enfin, surtout quand tu es en période de reconversion, que tu te poses la question, est-ce que je fais bien de quitter mon travail? Tu peux vite te dire, oh bah non, en fait, j'ai trop peur, j'ose pas, tu vois. Donc eux, c'est de leur côté aussi, c'est gage de qualité, je pense. Oui, oui, non, mais maintenant, je comprends très bien. Vu que je suis confrontée à des gens qui veulent se mettre dans le tatouage, je suis dans ce métier, je comprends en fait maintenant pourquoi il y a eu cette mise en garde. Par contre, s'il m'avait dit non, j'aurais quand même démissionné. Moi, d'acter ma démission, c'était quand même sûr à 200%. J'aurais vendu des sandwichs, j'aurais été vendeuse dans un magasin. Franchement,
je ne restais plus là-bas. Le fait d'avoir eu plusieurs expériences aussi et plusieurs domaines d'études par le passé, peut-être que ton cerveau aussi se dit j'ai plein de compétences, en fait, je peux faire plein de choses. Enfin... De toute façon, je pense que ça, c'est un peu, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Moi, il est hors de question de me lever un matin et d'avoir une boule au ventre et de subir ça, en fait, d'attendre juste mes week-ends pour être en repos, de courir après les vacances. Moi, j'ai envie de me lever le matin et d'être contente, en fait, de ce que je fais. Alors après, il y a toujours, même là, je suis très contente de faire du tatouage, mais des fois, c'est pas cool. Enfin, comme dans tous les jobs, quoi. Mais c'est un job passion. C'est un job passion et il était hors de question vraiment que, même si demain, peut-être que dans 5 ans, le tatouage, ça me plaira plus pour certaines choses, eh ben, je serai prête à repartir encore sur autre chose. Qu'est-ce qui fait justement comme métier que c'est parfois cool et parfois moins cool? Ce qui est cool, c'est de dessiner sur les gens. C'est assez incroyable, en fait. Des fois, je me dis, OK, les gens, ils sont en train de porter mon dessin. Là. J'ai fait un dessin et ils vont l'avoir jusqu'à la fin de leur vie. Et des fois, même, je crois que je mesure pas trop l'impact. C'est fou. Il y a des gens que j'ai rencontrés au tout début, quand j'ai commencé, qui m'ont fait confiance dès la première année et à qui j'ai tatoué tout le corps. C'était des gens qui en avaient 0. Ils ont les 2 bras remplis, les jambes, mais c'est quand même dingue. Et puis, ils restent avec moi. J'ai créé un climat de confiance. C'est des clients, c'est pas des amis, parce qu'il faut vraiment différencier. Il faut pas non plus. Mais en même temps, quand ils viennent, ils se sentent à l'aise. Moi, je connais leur vie. Je me rappelle de s'il y en a qui bossent, s'il y en a qui est en études. Donc, ils sont trop contents. Alors, je leur dis tout le monde, alors, t'en es où? Alors, ton job, tu fais quoi? Et ça. Et en fait, ils adorent. Ils viennent. Ils ont l'impression de parler avec leurs potes et ils partagent un bon moment aussi. Donc ça, c'est vraiment le côté cool. Le côté moins cool, c'est les réseaux sociaux. Alors, c'est très utile pour le travail. C'est très, très utile parce que c'est mon book, parce que c'est ma façon d'avoir du travail. Mais en fait, je suis contactée souvent à des heures pas possibles. Donc ça peut être le week-end à 23 heures, parce que les gens partent du principe qu'on regarde pas forcément notre téléphone. En fait, mon téléphone, il est tout le temps... Enfin, maintenant, les téléphones sont tout le temps avec nous, quoi. Voilà, c'est partie intégrante de notre vie et aussi la nouvelle génération, au lieu de se déplacer, de venir me rencontrer, ils vont avoir tendance à m'envoyer des tonnes de messages. C'est pas très synthétisé. Et moi, en fait, j'ai une perte d'énergie folle des fois à lire des pavés. Des fois pour, je sais pas, les gens vont me demander, est-ce que tu peux me tatouer un mot derrière le bras? Et je me retrouve à lire des pavés de 30 lignes. Alors eux, ils se rendent pas compte parce que eux, ils sont seuls avec moi. Mais en fait, moi, j'ai 30 personnes à gérer. En fait, derrière, j'ai 30 autres clients à qui je dois consacrer le même temps. Et mon travail, c'est pas uniquement de tatouer, c'est de préparer un dessin, c'est de gérer la clientèle en amont et après le tatou et publier des photos. Enfin, il y a tout un travail et je travaille énormément aussi. Est-ce que tu penses que tu travailles plus que quand tu étais prof? Oui. Ah, je me dis on est en train de me récupérer mes 2 mois de vacances d'été que j'ai eu chaque année. Je suis en train de tout donner là, oui, totalement. Totalement. Déjà, j'ai une plage horaire qui est assez importante quand même. Je suis au salon de 9h à 19h, 5 jours sur 7. Mais il y a toujours le travail, c'est-à-dire entre midi et 2, j'en profite pour faire les dessins. J'arrive avant l'ouverture, j'en profite pour faire les dessins, mais un peu comme de la prep quand on est enseignante, en fait. On reste toujours après et avant. On n'est pas que sur la plage horaire. Et j'ai pas de vacances. Là, c'est vrai que quand on a son compte, on a quand même pas mal de charges. Et là, j'ai dû prendre 10 jours de vacances sur l'année, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu prends pas plus de vacances? C'est parce que quand il y a du travail, il faut le prendre. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. En fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Et du coup, on est dans une espèce d'engrenage où on a des demandes. Et tant qu'on a des demandes, eh ben, on les prend. Et en fait, on sait jamais si l'année prochaine, ça va marcher. On est toujours dans l'incertitude. Donc, pour l'instant, je fonctionne comme ça. Et après, je pense que dans quelques temps, je serai obligée de calmer un petit peu le rythme parce que sinon, c'est pas vivable. Mais comme je lançais l'activité, là, ça fait 3 ans et demi, je me dis, il faut encore que je me stabilise avant de pouvoir me poser. Tu sais que j'ai pour projet, dans ma petite tête, à plus 5 ans, de réinterviewer les gens que j'ai interviewés dans le podcast pour voir 5 ans plus tard, est-ce que ça a donné, est-ce qu'ils ont changé d'avis, est-ce que ce qu'ils avaient prédit, ils l'ont fait ou pas. Donc dans 5 ans, je reviendrai te demander, alors Léna, ces vacances, c'était comment? Franchement, ouais, j'espère que ça sera mieux. Mais bon, après, je suis pas épuisée non plus. J'ai des périodes où je suis très fatiguée, sortie des gros rushs, mais je suis contente. Enfin, là, je m'en suis rendu compte parce qu'on a fermé pendant une semaine pour des travaux, mais j'étais quand même présente sur le lieu de travail. Et en fait, pendant une semaine, j'ai eu besoin de couper du tatouage parce que je sortais d'une période très intense au niveau des rendez-vous juste avant l'été.
Et du coup, je me suis dit, c'est bien, une semaine, on va faire des travaux, mon cerveau, il va penser à autre chose. Et en fait, j'étais trop contente de reprendre le tatou. Et c'est là que je me suis dit, c'est cool en vrai. C'est ça que t'aimes faire. Bah, c'est ça, c'est que c'est vraiment ta passion, quoi. Je sais que quand moi j'aimais beaucoup écrire, j'avais mon propre blog et donc faire ce podcast. Et en fait, dans ma reconversion post-enseignement, je suis rédactrice web et j'ai toujours ce podcast que je continue de développer. Et en fait, quand je suis pas en train d'écrire ou de faire ce podcast et que j'ai du temps libre, je me dis, ben mince, du coup, je fais quoi? Parce que moi, sur mon temps libre, d'habitude, ce que je faisais, c'était écrire et faire du podcast. Et du coup, je sais plus trop quoi faire de mon temps libre, en fait. Enfin, et j'ai hâte, tu vois, là, j'ai des interviews. C'était ma semaine, cette semaine, je prenais une semaine off dans mon été. Et j'étais là, ah super, je vais rien faire, je vais me reposer. Oh, je vais mettre des petits créneaux pour enregistrer des épisodes. Oh, bah super, il y en a tous les jours. Allez, je suis trop contente, tu vois, je me lève le matin, je suis, oh, génial, une interview. Puis c'est toujours des gens différents, des métiers différents. Et c'est là que je me rends compte que, ben, en fait, que ce soit professionnel ou personnel, ça me plaît. Donc, pour toi, je comprends le côté, je suis contente d'y retourner, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est cool, quoi, d'avoir un travail passion, je pense. Est-ce que tu as suivi des formations spécifiques pour pouvoir être tatoueuse? Alors, il n'y a pas de formation particulière pour le tatouage, hormis une formation hygiène et salubrité, qui est nécessaire pour les métiers aussi de l'esthétique, tatouage des sourcils, enfin, tatouage semi-permanent, et pour le piercing. Une formation qui est assez courte, hein, de 3 jours. On nous parle des règles d'hygiène, puisqu'en fait, il y a des contaminations par rapport aux déchets avec le sang, tout ça. Donc, c'est quand même important de la faire. Ils l'ont mis en place il y a quelques années. Avant, ça n'existait pas. Voilà. Après, en gros, la véritable essence du tatouage et la véritable formation, c'est d'avoir un book solide, d'être passionné, de se présenter dans un salon de tatouage, si possible avec quelqu'un qui est là depuis quelques années. Hein, c'est pas d'aller voir le petit jeune qui s'est ouvert il y a 1 an, même s'il peut être formidable. Mais bon, d'avoir un peu de bouteille, je pense que c'est nécessaire pour ce genre de métier. Et en fait, demander d'être formé en interne. Alors, c'est pas une formation officielle, hein, c'est une transmission de savoir. Et en fait, je pense que c'est la meilleure formation. Moi, c'est vrai que c'est mon cousin, du coup, qui a 30 ans de métier, donc qui a vu des tatouages vieillir. En fait, pendant 30 ans, il a tatoué des personnes il y a 15 ans. Et parfois, il me montre le tatou, il me dit, tu vois, j'ai fait ça il y a 15 ans. Et je pense qu'il y a un recul sur, du coup, le tatouage. Ça permet de voir le vieillissement du tatou, sur les types de peau, les choses à ne pas faire. En ce moment, d'ailleurs, c'est un peu catastrophique ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram, parce que c'est la course au like avec des tatouages qui vont très, très mal vieillir dans quelques années. Il y a plus de règles qui sont respectées, en fait. Et c'est un peu désolant parce qu'on voit vraiment le côté néfaste des réseaux là-dessus, parce que ça va être, je poste une photo sur le moment, c'est magnifique, c'est incroyable. Les gens sont là, oh là là, regarde ce qu'il est capable de faire. En fait, pas de secret. En fait, on tatoue sur une peau qui est vivante, qui bouge. Ce n'est pas une feuille de papier. Le pigment, il va bouger, il va vieillir avec nous. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et si on ne le faisait pas il y a quelques années, c'était qu'il y avait une bonne raison, en fait. Qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire et que du coup je vois probablement sur les réseaux au quotidien mais dont je me rends pas compte? Alors, il y a plusieurs choses. Alors après, moi, je parle avec ma petite expérience de tatoueuse de 3 ans et demi, hein, mais je pense que j'ai quand même été bien formée par des plus anciens. Déjà, c'est les tatouages trop petits, sachant que la ligne a tendance à s'épaissir avec les années. Des toutes petites écritures, des détails trop rapprochés sont amenés à se toucher dans quelques années. Donc, avec des lettres, des E, des A qui seraient trop petits, sont amenés à devenir en fait fermés au bout de quelques temps. Et souvent, les gens disent, ah, mais regarde, moi, ça fait 1 an, il a pas bougé. Mais c'est pas en 1 an, en fait, qu'on voit un vieillissement. C'est à partir de 5, 6 ans déjà que ça commence à être compliqué. Et je veux dire, quand on a quelqu'un de 20 ans qui fait ça, à 25 ans, 30 ans, elle est encore jeune, cette personne, elle potentiellement va se retrouver avec quelque chose de pas terrible. Il y a des zones aussi, des zones à respecter. On a des zones qui vieillissent plus vite, hein. Donc, tout ce qui est main, doigts, cou. Ça, je vois beaucoup les 2 types de choses que tu viens de mentionner. Je vois beaucoup de tatouages très fins sur les phalanges, très petits, très fins, qui effectivement peut-être à terme. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Alors, il y a toujours, voilà, le cas un peu à part. On va dire, ah, mais regarde, là, il tient bien sur moi, ça a bien vieilli. Oui, c'est une personne sur 100. Mais après, tout ce qui est, en fait, c'est très logique. C'est-à-dire que les peaux qui vieillissent le plus vite sont amenées à vieillir aussi le plus vite pour le tatouage. Donc, tout ce qui est partie du cou, les peaux fines, je mets pas mal en garde, en fait, la jeune génération qui prennent ça un peu comme de la consommation. Je leur dis toujours, tu vas pas acheter un nouveau pull chez Zara, en fait. Ta tenue, si t'en veux plus, parce qu'elle est plus à la mode, tu peux la changer. Et le tatouage,
potentiellement un jour, ce que tu fais, si c'est très ancré dans un mouvement en fait de mode, potentiellement il le sera plus dans quelques années, quoi. Et puis on pourra rien faire pour l'enlever. Après, ça fait partie du jeu aussi. Moi, par exemple, j'ai fait des tatous, je les aurais pas refait maintenant, mais moi, ça me dérange pas, ça fait partie de ma vie. Mais ça, faut être conscient, faut l'accepter. Par contre, c'est des tatous qui ont quand même bien vieilli, qui ont respecté des règles. Voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est tatou un peu trop l'hyper-réalisme, où on a l'impression d'avoir un visage vraiment proche d'une photo, qui est tatoué vachement en contraste, d'ombrage, avec un travail incroyable derrière. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de faire ça, c'est probablement des super dessinateurs et ils ont vraiment un talent. Enfin, par contre, si la personne elle s'expose au soleil, le pigment va brûler, le gris deviendra gris fade, le noir deviendra gris, les contrastes vont disparaître et au final, on se retrouve avec nous on dit souvent avec mon cousin en shop avec une pizza 4 fromages sur le bras, quoi. Voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est intéressant que tu le détailles parce que moi, je me suis fait tatouer cette année pour la première fois en Équateur, donc il faisait chaud, il y avait du soleil. Et la copine qui m'a tatouée m'a dit mets bien beaucoup de... En plus, je suis très blanche, quoi, mais mets beaucoup de crème solaire, ne l'expose pas, surtout les premiers temps, etc. Et en fait, je ne savais pas que c'était par rapport au pigment. J'ai pas posé la question. Pour moi, c'était parce que comme je prends facilement des coups de soleil, je pensais qu'il ne fallait pas prendre de coups de soleil pour ne pas peler. Je pensais que c'était ça. Je pensais pas que c'était lié au pigment. C'est le pigment. Bah, en fait, c'est très simple. C'est si on met un t-shirt noir au soleil pendant 3 ans, le t-shirt devient gris. Bon, bah, l'encre, c'est exactement le même principe. Si on l'expose tout le temps au soleil, au fur et à mesure, le pigment va brûler et va disparaître ou va s'éclaircir. Ouais, bon, l'avantage, c'est que je suis tellement blanche que tatouage ou pas, je mets de la crème solaire. Mais souvent, c'est ça, c'est ce qu'on dit sur les peaux très blanches, c'est des super peaux à tatouer parce que du coup, le pigment reste, que ce soit pour les couleurs ou le noir, ça reste hyper vif, quoi, très longtemps. Ouais, c'est chouette. Et encore, tu vois, je voyais entre le premier jour et quelques semaines après, bah, je pense que peut-être ça cicatrise ou quelque chose comme ça. Et du coup, je vois que c'est plus aussi noir que quand elle me l'a fait et aussi fin, tu vois. Mais là, maintenant, après quelques mois, ça bouge plus pour l'instant. Oui, après, voilà, mais de toute façon, ça bougera toujours un peu, faut l'accepter, même quand on fait tout au mieux, mais voilà. Mais c'est sûr que si on respecte quelques règles, c'est toujours mieux. Est-ce que tu as déjà refusé des projets? Oui, bien sûr, on refuse. Bah, nous, déjà, au salon, on ne fait pas le cou, on ne tatoue pas le cou, on ne tatoue pas les mains. Alors, on a des petits passe-droits. On estime que si une personne est déjà bien tatouée, qu'elle a le bras entier, on peut potentiellement finir sur la main. Voilà. On fait pas le visage. On fait pas des projets trop petits. C'est-à-dire, si on estime que le vieillissement sera mauvais, on refuse. Et en fait, ce qui fait qu'on a des clients qui viennent depuis plus de 30 ans avec souvent les parents qui emmènent leurs enfants, parce qu'en fait, ils sont sûrs que de la qualité. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, on respecte une espèce d'éthique qui plaît aux gens et même aux plus jeunes, j'essaie de leur expliquer, de leur faire un peu, de leur faire un petit peu un enseignement sur le tatou, pourquoi ça vieillit mal, pourquoi faut pas faire ça. Et en fait, les gens, quand on leur explique, ils sont aptes à comprendre. Et ça fait un petit peu d'éducation et maintenant il y en a beaucoup de clients à moi qui viennent me voir qui me disent ah mais ça t'en penses quoi, ça va pas tenir, tu vois c'est trop petit. Et c'est bien, c'est cool de voir que d'un côté il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que leur tatouage ils vieillissent mal et qui écoutent des gens plus raisonnés. Moi je leur dis toujours quand je refuse un tatouage je perds de l'argent, en te disant non. Donc quel est l'intérêt pour moi à part si c'est pour ton bien? C'est vrai, et c'est bien parce que je pense que tatoueur ou tout autre métier, mais tout le monde n'a pas cette éthique et cette conscience d'esprit, on va dire. Et je pense que c'est pas toujours simple, tu vois. Il y a peut-être des moments où financièrement ça peut être plus compliqué, où certaines personnes vont avoir à se demander, mince, bon, en temps normal, je l'aurais pas fait, mais là, c'est un peu compliqué, je le fais pas. Enfin, c'est aussi toi et ta conscience après, quoi. Ouais. C'est vrai que pour le financier, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire, je vais prendre un travail parce que financièrement, il me faut de l'argent. Ça m'est arrivé des fois, oui, un peu baisser les bras et d'accorder un tatou que je n'aurais pas fait. C'est-à-dire que la personne, elle me dit, je veux ça à tel endroit, j'en suis sûre. Je lui montre des photos du vieillissement, je lui dis que c'est pas terrible, je lui dis qu'on fera pas, je lui dis qu'elle se retrouvera avec une tache. Enfin, je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit. À un moment, en fait, après, il y a la liberté aussi de son corps. Et voilà, ça me sur des petits tatous, ça serait pas un truc qui prend tout le bras. Voilà, et je le fais, mais elle le fait en conscience. Et voilà, après, je me dis, je peux pas interdire du moment que ça met pas sa vie en danger non plus, quoi. Est-ce que justement, niveau financier, tu t'y retrouves par rapport à quand tu étais prof? Sachant que j'imagine que c'est pas régulier et que si vous êtes plusieurs dans le salon, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que
tout est mis en commun et vous avez un salaire fixe, ou est-ce que chacun a ses clients, chacun a ses tatous et donc chacun dégage son salaire, chacun a peut-être ses tarifs, etc. Alors, on est sous une enseigne commune, qui est celle que mon cousin a montée. Par contre, on est tous à notre compte. Donc, on gagne notre argent. On ne reverse rien à personne, hormis à l'URSSAF. Et après, en fait, pour pas qu'il y ait de soucis, ça, c'est aussi mon cousin qui a mis ça en place et c'est super, c'est que on a tous un style différent. Donc, on se tient à notre style de travail. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans le salon, on lui demande ce qu'elle veut faire, le style, et on répartit vers le tatoueur. Voilà. Du coup, il n'y a pas de problème de concurrence. On est très réglo là-dessus. Il faut s'y tenir, c'est très important. C'est comme ça qu'on va à un bon fonctionnement. L'équipe, elle a pas changé, en fait. Elle s'agrandit chaque année, mais elle ne change pas. Mon cousin a commencé seul, puis il y a un ami à lui qui est venu, qui est toujours là. Puis il y a 12 ans, il y a un autre tatoueur qui a rejoint l'équipe, qui est toujours là. Puis moi, il y a 3 ans et demi. Puis là, on a un apprenti. Donc en fait, contrairement à pas mal de salons, on reste fixe et stable parce que c'est très clair en fait. Et après, ce qu'on appelle le tout venant, ça va être des phrases, des mots, des petits tatous comme ça qu'on peut avoir un peu tout le temps. Soit on a nos clients, en fait, ils s'adressent directement à nous. Soit si c'est du passage, ben si on voit qu'un collègue il a un trou, ben du coup on lui dit tu veux prendre le client. Voilà, on est assez respectueux de ça, c'est très important en fait. Et en termes de revenus, moi je me suis assez vite stabilisée. Je pense la première année j'avais encore Pôle emploi en fait. Donc ça m'a permis d'avoir l'auto-entreprise Pôle emploi et de commencer en fait tout doucement mon activité. En plus je suis tombée l'année où il y avait le Covid. Donc c'est pas idéal pour commencer. Mais franchement j'ai pas baissé les bras et au bout d'un an, on va dire que j'ai commencé à avoir une stabilité au niveau des revenus. Alors je suis jamais sûre du mois d'après, mais en faisant mes comptes, je vois que c'est assez régulier. Je gagne mieux ma vie que quand j'étais enseignante. Puis la différence quand on est à son compte, c'est qu'on peut décider de gagner plus en travaillant plus. Voilà. Et de ne pas prendre de vacances. Et de pas prendre de vacances, c'est ça. Après, c'est un choix de vie. Il y a toujours des inconvénients. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais enseignante, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient « Ah, mais t'as trop de chance, t'as des week-ends, t'as des vacances, de toute façon, vous travaillez jamais, les enseignants. » Et moi, je leur disais « Mais il n'y a pas de souci, pas de souci. » Moi, j'ai fait autre chose avant. J'ai travaillé dans le privé, donc je sais ce que c'est, en fait. Et j'ai dit « Mais chaque année, ils recrutent. T'as un concours à passer, tu vas avoir plus de vacances. » Tu quittes ton job et tu passes le concours de prof. Ah, maintenant, je ferai jamais ça, je suis trop bien. Bah, alors, ne râlez pas là-dessus, quoi. C'est toujours la même chose, puis plus les années passent, plus ça manque de monde. Donc je pense que, voilà, les gens savent que oui, il y a certains avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Après, c'est propre à chacun, tu vois, on a tous notre caractère, notre personnalité, on est prêt à accepter certaines choses. Ce qui va être un avantage pour un va être un inconvénient pour l'autre, C'est mais c'est ça, différent. c'est ça. Mais oui, je pense que c'est pas un hasard s'il manque autant de monde. Non, c'est sûr que là, ça devient un peu catastrophique, quoi. Oui, parfois, il vaut mieux avoir un peu moins de vacances, mais mieux les apprécier. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et tu mentionnais justement le fait d'avoir bossé avant dans le privé et tu parlais du fait d'avoir pu déclencher du chômage. Ton chômage était-il lié à tes années dans l'éducation nationale ou pas? Oui, alors j'ai pas trop suivi si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, donc en 2018, quand j'ai démissionné, on avait le droit au chômage après 4 mois d'activité. Je sais pas si c'est toujours le cas, comme ça change. Il me semble que si, ouais. Voilà, donc c'est compliqué parce que 4 mois sans rien, voilà. Pour se lancer, c'est pas facile, ouais. Moi, je suis retournée à 32 ans vivre chez mon papa, dans l'arrière-pays, dans une maison à la montagne, coupée du monde. Enfin, c'est des petits sacrifices quand même. Il y a pire dans la vie comme sacrifice. Et donc, j'ai démissionné. Je savais que je visais en fait d'avoir ce chômage pour pouvoir me lancer dans mon activité. Et la condition était en fait de prouver une recherche de travail active ou d'avoir un projet à mettre en place. Donc, c'est le tatouage. Et j'ai direct en fait postulé à partir de septembre pour des agences type Academia, donc de cours particuliers. J'ai été pris dans 3 agences différentes. Donc j'ai continué pendant ces 4 mois à donner des cours en périscolaire, aide aux devoirs. Donc ça m'a permis en fait auprès de Pôle emploi de justifier en fait une motivation. Je suis pas restée juste chez moi sur mon canapé à attendre que le temps passe. Puis j'avais besoin aussi de faire quelque chose de ma journée, d'avoir un petit peu d'argent quand même, de prouver que j'allais faire une formation. J'ai été suivre une formation pour l'auto-entreprise. Donc, j'ai montré quand même que j'étais motivée. Donc là, mon dossier est passé en commission. J'ai eu le droit à mes indemnités. Donc, je les ai touchées pendant 1 an, je crois. Enfin, en tout cas, tant que mon entreprise n'était pas viable à 100%, en tout cas, j'ai touché le Pôle emploi. Donc, ça m'a pas mal aidé. Je crois que j'avais 1 300 € de chômage. Donc, c'est quand même cool.
Bah, ça permet de pas te précipiter en fait dans ta nouvelle activité, sachant que toi en plus tu pars sur quelque chose où il y a un impact sur les gens que tu tatoues, il y a des normes d'hygiène, etc. Et comme on en parlait tout à l'heure, au moins tu te sens pas obligé de prendre n'importe quel projet parce qu'il te faut de l'argent, parce que c'est un risque aussi quand on travaille de sa passion, quoi. Totalement, totalement. Non, non, c'était très bien, ça m'a beaucoup aidé. C'est quand même une chance hein, pour ça d'être en France. Hein. On a quand même pas mal d'aides, même si c'est dur administrativement, mais on a quand même des possibilités. Et puis après, j'avais mon auto-entreprise, donc au fur et à mesure, bah, la balance, elle est plus montée sur l'auto-entreprise. Donc là, j'ai arrêté le Pôle emploi. Et bon, ça m'a permis aussi de chômage de vivre pendant le Covid, parce que là, au bout de 2 mois d'activité, il y a eu le Covid. Donc, on a eu obligation de fermer le salon. Ça a été chaotique un peu pendant un an. On avait des fermetures 3 mois après un mois. Voilà, ça m'a permis de survivre en fait, parce que du coup, j'avais 2 loyers à payer, celui de mon appartement et celui du salon. Du coup, voilà, ça fait des sacrées charges tous les mois. Ouais, c'est pas simple. J'y pense parfois quand je parle avec d'autres auto-entrepreneurs, parce que moi je suis à mon compte, mais je peux travailler d'où je veux, donc j'ai pas besoin d'avoir un local. Mais je pense effectivement à tous les gens qui se lancent dans quelque chose où ils ont besoin d'avoir une présence physique auprès de leurs clients et d'avoir un endroit fixe. Mais en fait, tu as toujours ces dépenses-là à prendre en compte. Puis j'imagine qu'avec, tu as l'eau, l'électricité, etc. C'est un pack, quoi. Oui, oui, c'est un pack, exactement. Mais bon, après, voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein, ça fait partie de l'activité, d'où le fait de vouloir beaucoup travailler aussi, quoi. Il y a toujours un petit peu ce stress. Puis c'est dans mon tempérament, je pense aussi, de travailler. J'ai du mal un peu à me reposer, on va dire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui aimeraient quitter l'enseignement, que ce soit pour partir vers un métier passion ou autre, ou que toi, tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu te posais ces questions-là? Alors moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai le cerveau qui tourne à 2000 à l'heure. Donc, avant de me lancer dans quelque chose, j'ai déjà analysé tout par moi-même. Je vais demander un peu des conseils aux gens, mais dans ma tête, il y a déjà tout le plan qui est monté. Je sais exactement où je vais, financièrement, tout au niveau de logistique. C'est très carré. Pour les gens qui voudraient arrêter, après, voilà, faut savoir dans quoi on va se lancer, dans la viabilité. C'est quand même important. Moi, je conseille vivement aux gens de vivre de leur passion et de pas avoir peur de sauter le pas. Et tant pis si on se plante, quoi. Après, il faut voir à quelle hauteur on se plante. Voilà. On peut pas non plus tout couler et se retrouver à la rue. Et voilà, c'est pas possible. Mais en tout cas, de tenter une expérience, ça, j'encourage vivement les gens. Il y a rien qui peut arrêter ça. Des fois, j'entends les gens qui disent, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai ça. En fait, tout est possible. Moi, je pense que si tout est bien calculé, organisé, si on prend les tenants, les aboutissants et comment on peut mener le projet, il y a tout qui est possible. Maintenant, c'est la viabilité du projet. C'est important aussi des fois, quand même, de parler aux gens autour de soi parce que d'avoir des avis négatifs ou positifs, ça permet de peser le pour et le contre. Et pas tous les projets sont viables. C'est après, est-ce que j'ai des conseils particuliers? Je sais pas trop, mais moi, j'encourage les gens. J'ai une copine qui est un peu comme moi et ça, c'est un peu, on s'automotive. Et d'ailleurs, c'était elle qui m'avait dit une phrase incroyable, qui était venue chez moi à Paris et j'étais dans mon petit appart de 15 mètres carrés à la salle Saint-Cloud et elle me regarde, elle me fait, en fait, là, t'es au max de ce que tu peux avoir dans ta vie. Et j'étais, ah, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, je vis seule. Si je me considère en tant qu'être humain seul et pas en tant que couple, je suis seule avec mon salaire d'enseignante qui est pas non plus énorme hein, en région parisienne. C'est pas énorme pour un bac+5, on va pas se mentir. Et dans la vie actuelle, c'est encore pire. Je vis dans un 15 mètres carrés. Je vais probablement rester là encore 5 ans. Mon salaire ne va pas évoluer. Même dans 10 ans, ça sera 300 € de plus probablement. Donc là, je suis au max. Je suis au max. Et ça m'a fait prendre conscience. Je me dit, mais en fait, je veux pas. Je veux pas être là. Je veux pas être au max de ma vie, en fait. Donc, ça a été aussi un déclic. Et c'est une personne, en fait, c'est une copine que je connais depuis des années avec qui j'ai nagé, en fait, qui a mis en place des projets de ouf. On a un peu des parcours un peu similaires et elle a pas été enseignante, mais elle a fait des études en art. On a fait la même école. Elle est devenue architecte dans les sous-marins. Et elle a tout laissé tomber. Elle est partie à Londres. Elle est revenue. Après, elle a bossé. Elle a passé ses diplômes pour être coach sportif. Et en fait, elle a tout lâché du jour au lendemain. Elle est partie vivre à Lanzarote, sur une île, et elle vit de sa passion. Elle donne des cours de monopalme, de snorkeling. Elle voyage tout le temps, avec des inconvénients. On en parle souvent, mais c'est vrai que souvent, on s'envoie des messages et elle me dit, ah, je vais partir vivre sur un bateau. T'en penses quoi? Mais je dis, mais pars vivre sur un bateau.
Et les gens à me dire, ah, mais t'es la seule à me dire ça. Il y a plein de gens qui me disent, non, fais pas ça. Je dis, mais en même temps, tu prends un bateau, tu vis dessus, ça se passe mal, bah, tu retournes dans un appartement. Exactement. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, d'autant que les gens, souvent, quand ils te donnent leur avis, ils se projettent eux à ta place. Et du coup, ils ont leur peur à eux, et ce qui perdraient eux, et ce qui leur plairait pas à eux. Mais en fait, t'es pas dans la tête de la personne qui a ce projet-là. C'est pour ça que c'est super important de s'écouter. Moi, je serais comme toi à encourager les gens qui ont une passion de la suivre, parce que les autres gens ne peuvent pas savoir, à moins d'avoir vécu la même chose. Et toi, du coup, tu es peut-être plus proche aussi d'elle de par ton parcours, tu as peut-être mieux idée de ce que ça peut représenter et c'est important, quoi. On se comprend bien là-dessus. C'est vrai que on partage beaucoup nos angoisses, nos plein de choses, hein, mais et souvent, je vais remarquer les gens, c'est, je vais pas dire par jalousie, mais comme eux, ils ont pas réussi à passer ce cap, ils vont dissuader les autres de le faire. Ils vont mettre en avant toutes les difficultés. Et en vrai, il y a pas beaucoup de difficultés à partir du moment où on est motivé. Il y a rien qui est impossible. Et avoir conscience que, enfin, moi, en tout cas, je m'étais mise ça en tête, mais quand j'ai cherché ma reconversion, je me suis pas dit, je veux trouver un métier pour toute ma vie. Et en fait, j'échange beaucoup avec des gens qui me disent ça, ouais, mais imagine, je veux pas faire ça toute ma vie. Bah tu rechangeras. En fait, quand t'as changé une fois, j'ai l'impression que c'est plus facile de changer plus tard. Et rien ne t'en empêche, quoi. Enfin, par toi-même. Mais c'est souvent ça. Mais en fait, après, c'est ancré depuis des années. Ça, c'est beaucoup plus profond. C'est un schéma social, familial. Il faut être marié, il faut avoir des enfants. Un job de fonctionnaire, c'est très bien pour la famille. C'est de la stabilité. En fait, les mentalités, elles évoluent maintenant. Et de changer de job, moi, ça me fait pas du tout peur. Des fois, quand j'ai dit que j'allais démissionner à certains amis à moi, qui sont du coup dans des jobs depuis super longtemps, mais tu peux pas faire ça, mais tu t'imagines, t'as passé un concours, tu imagines toute l'énergie que t'as mis là-dedans pour après démissionner. J'ai dit, mais moi, je regrette rien. Je suis trop contente d'avoir mis cette énergie pendant 2 ans, d'être retournée sur les bancs de la fac. C'était un challenge, en fait. Moi, je sortais d'une filière d'art appliqué. On faisait plus de maths, plus de français depuis des années. Et j'ai eu ce concours. C'est une fierté. J'ai enseigné pendant 3 ans. C'est une super expérience. Elle s'est arrêtée un moment, sans regret, en fait. Sans regret pour une autre expérience, qui s'arrêtera peut-être un jour, c'est pas grave. Je dis toujours, je suis à l'endroit où je dois être au moment présent. En tout cas, je suis à la bonne place. Je partage cette vision des choses et je trouve ça beau en fait de penser comme ça parce que je pense que chaque étape de notre vie nous amène là où on est aujourd'hui déjà. Toi peut-être que ben voilà de par ta famille que tu connais depuis petite, de par les arts appliqués, le graphisme etc. Ben, c'est peut-être ce qui finalement te mène aujourd'hui au tatouage. Et je sais que moi je m'étais longtemps dit parce qu'avant d'être prof j'ai fait en licence j'ai fait une LEA donc langue étrangère appliquée et j'ai étudié 3 langues. Et après, j'ai été prof et en gros, je faisais cours d'anglais à des CE1, si tu veux. Donc, je me disais, bon, le niveau, je vais tout perdre et puis ça m'aura servi à rien. Et quand j'ai démissionné, je me suis dit, mais je me suis vraiment embêtée à apprendre plein de langues. En fait, ça me sert à rien. Et là, l'année dernière, j'étais volontaire en auberge de jeunesse en Équateur et il fallait utiliser toutes ces langues que j'avais apprises et j'ai adoré ça. Et là, je me suis dit, non, mais vraiment, pas de regret en fait. Parce que tous les choix que tu fais à un instant T, tu les fais pour une raison. Et généralement, c'est parce que t'aimes ça, sauf quand c'est sous la contrainte, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que t'as aimé il y a 10 ans peut très bien te resservir plus tard. Tu vois, il y a peu de chances que tu passes de c'est ma passion à je déteste ça pour toujours. Donc, c'est cyclique aussi, quoi. Enfin, les choses peuvent revenir. Donc, c'est ce qui fait aussi la diversité et la spécificité de chaque parcours, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis souvent attirée par des parcours différents du mien. C'est-à-dire que les gens qui m'entourent, c'est très peu dans le milieu du tatouage. J'ai très peu de gens du milieu du tatouage. Je suis pas très corporate comme personne. Justement, ce que j'aime, c'est parler avec des gens qui viennent de parcours tous différents. C'est ça que j'aime partager. Autour de moi, j'ai des designers, j'ai des architectes, j'ai des gens qui travaillent dans le sport, j'ai des gens qui travaillent dans des bars. J'aime bien cette diversité. J'aime pas me focaliser sur quelque chose parce que, en fait, je vis le tatouage. C'est un truc que je partage avec moi-même et le client, mais comme si je suis dans ma petite bulle. Et j'ai limite pas envie de savoir ce qui se passe autour. Voilà. Et mon parcours échange un jour. C'est pas grave. J'ai vécu ça pour moi. C'est vrai, mais je trouve ça très chouette de penser comme ça. C'est une belle ouverture et puis t'as pas la peur entre guillemets de l'avenir ou la peur que ça marche pas. Ça te retient pas, je veux dire. Tu l'as forcément en tête parce qu'il faut être conscient aussi des difficultés qu'on peut rencontrer, mais ça ne te freine pas, quoi. Et ça, c'est très très positif. Et est-ce que tu saurais compléter la phrase avant j'étais prof, aujourd'hui je suis? Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis à ma place. Oh, c'est mignon. Très belle place par ailleurs. Et avant de clôturer, j'ai une question étonnante à te poser, mais pour toi, ça va être logique. Est-ce qu'on a le droit ou pas de tatouer des mineurs s'ils sont accompagnés? On accepte les mineurs de 17 ans
avec l'autorisation des deux parents, très important, sur des petits tatouages non-voyants, c'est-à-dire des petites pièces assez cachées. Voilà. Mais je pense que dans pas longtemps, même les mineurs, on va arrêter. Ah ouais? Trop de stress. Ouais, mais parce que j'ai pas envie qu'ils le regrettent. Mais même quand ils sont jeunes, en fait, 17, 18, 19, pour moi, c'est quasiment la même chose, quoi, la même tranche d'âge. Ouais, on fait attention. On refuse les avant-bras, les choses comme ça. C'est un acte, quand même, qui est pas anodin, quoi. Ah non, mais moi, je suis entièrement d'accord et je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas dans la tête de tous les parents. On a eu des demandes. On a eu des demandes. Bah, déjà pour, on va dire, des raisons plus, pas esthétiques, mais c'est pas possible parce que l'enfant, sa peau, elle change. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est de faire subir quelque chose qui n'est pas médical, du coup, qui va faire mal à un enfant. Pour moi, c'est pas possible. Mais même, je suis même presque, moi, contre le piercing des oreilles, en fait. Il y a plein de parents qui vont pas comprendre probablement ce que je suis en train de dire parce que c'est pas rentré encore dans la logique. Moi, ce serait hors de question de percer les oreilles des enfants. Je mettrais un minimum d'âge. C'est peut-être, ça va paraître archaïque, mais peut-être 14, 15 ans, en fait. Parce que quand je vois des bébés de 1 an, de 2 ans, avec la maman, en fait, qui veut juste que ça fasse joli. Et j'ai déjà vu, en fait, des gamins en qui on tient la tête, qui hurlent. Et la maman qui est là, non, mais ça va aller, ça va aller. Avec la personne qui est là pour faire le trou à l'oreille, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi, en fait? Quelle est la nécessité? C'est juste pour de l'esthétique. Et c'est pas pour l'esthétique que l'enfant veut, c'est pour le parent, en fait. J'avais pas vu sous cet angle-là. C'est tellement ancré, en fait, d'avoir les oreilles percées jeunes, en France en tout cas. Je sais pas trop comment c'est à l'étranger. C'est qu'on se pose plus la question, mais on se posait, mais pour plein de choses d'ailleurs. Et ça, je trouve ça dingue qu'on n'ait pas évolué là-dessus. C'est comme les consciences. Enfin, ça n'a rien à voir, mais d'avoir des animaux dans les parcs aquatiques. Petite, j'allais voir les spectacles, j'avais pas la conscience. Maintenant, j'ai la conscience et je me dis, je refuse de donner de l'argent en fait pour ça. Et en fait, pour moi, le piercing aux oreilles, c'est ça, c'est ancré depuis des années, ça se fait. Mais si on réfléchit bien, c'est pourquoi on fait ça. Donc en fait, c'est le parent qui fait ça parce qu'il veut que sa petite fille ou son petit garçon soit plus joli aux yeux des autres ou de ses propres yeux. L'enfant ne demande pas ça. Et en plus, on lui inflige une douleur qui est pas nécessaire. Enfin, c'est pas une douleur médicale, en fait. C'est pas nécessaire à sa survie. C'est juste pour de l'esthétique. Donc, je trouve ça un peu, quand même archaïque et, ouais, je suis pas pour. Une autre question avant qu'on termine cet entretien. Est-ce que tu te souviens du tout premier tatouage que tu as effectué sur quelqu'un de vivant, enfin la vraie peau de quelqu'un? Oui, je m'en souviens très bien parce que c'était sur moi. Et alors, ça fait quoi? Bah ça va. Franchement, j'ai été très sereine. J'ai jamais appréhendé ça en fait. C'était d'un naturel. J'ai reçu ma machine. Attention, vraiment, je n'incite pas les gens à faire des choses comme ça, mais bon, je l'ai fait comme ça. Donc, j'ai reçu ma machine et j'étais avec cette fameuse copine qui est toujours de bons conseils. Et j'ai dit, écoute, avant de faire ça sur quelqu'un, il faut que je sache sur moi parce que je veux pas que ça soit une personne le cobaye, je veux que ça soit moi. Et j'ai mis un stencil, donc c'est la base à décalquer en fait sur mon pied. Avec une écriture et tac, je me suis lancée, ça a été hyper naturel. J'ai OK, c'est comme ça, c'est bon. Et après, j'ai eu des copains très gentils, vraiment, je les remercie parce que ils ont pas que des chefs-d'œuvre sur voilà et mais j'ai toujours commencé par des petites pièces, voilà. J'étais crescendo en fait, mais voilà. Et après, j'ai la sensation aussi pour du coup avoir rencontré une tatoueuse cette année et être passée à l'acte, qu'il y a tout l'environnement, le pourquoi on le fait, la personne qui nous le fait, le souvenir que ça implique qui prend, enfin en tout cas c'était mon cas, mais qui prenait presque plus de place que la beauté esthétique du tatouage en lui-même. Et du coup, je pense que tu peux avoir quelque chose d'un peu moins réussi, mais si à chaque fois que tu le vois, ça te rappelle un beau souvenir et que tu regrettes pas, ma foi, c'est toi et ton corps, tu vois. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est ce que je ressens avec les gens et je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent. Je suis toujours très reconnaissante des clients que j'ai depuis 3 ans et vraiment, ça me touche. En fait, ça me touche de voir. Je me dis, ils me font confiance à moi. Enfin, c'est depuis 3 ans. C'est une énorme marque de confiance, hein. Pour moi, je mets ça à peu près au même niveau que quand tu choisis ton praticien. Si tu as, je sais pas, moi, mon ostéopathe, je le changerais pour rien au monde et je fais 2 heures et demie de route la semaine prochaine pour aller voir mon ostéopathe, tu vois. Et ben, c'est pareil, un tatoueur, une tatoueuse, je prendrais pas n'importe qui. Je sais que la personne que j'ai choisie, je l'aimais beaucoup, j'avais confiance en elle. Sinon, j'y serais pas allée, clairement. Ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène, en fait. Pour les gènes et puis un contact avec le corps, c'est toujours des métiers où on touche le corps des autres. Je trouve que c'est particulier aussi. Donc,
Moi aussi, j'irai pas chez n'importe qui. Ouais. Toi, tu peux aller chez toi, c'est l'avantage. Je peux aller chez moi, c'est l'avantage. Et je suis très, très regardante sur les gens qui pourraient potentiellement me tatouer. Bon, en tout cas, c'était top. Merci beaucoup pour cet échange, pour toutes les informations que tu as données, pour toute ta transparence. Et puis, je te souhaite une très belle continuation, faite de beaucoup de tatouages et potentiellement de plein de métiers différents. Je te remercie beaucoup et merci pour ta démarche, en tout cas, c'est super. Ah, c'est gentil. Ça me tenait à cœur parce que toi, tu ne le sais peut-être pas, mais en fait, j'ai créé ce podcast pour moi réussir à me reconvertir. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis reconvertie, mais je me rends compte que les gens l'écoutent de plus en plus parce qu'eux souhaitent se reconvertir. Et du coup, c'est une boucle qui s'auto-alimente et je continue et je prends beaucoup de plaisir et j'essaye vraiment de suivre les demandes de mes auditeurs pour interviewer des métiers qui reviennent souvent, mais je me garde toujours 2-3 épisodes par saison pour interviewer des gens qui ont des métiers auxquels je me dis « Wow, j'aurais jamais pensé ». Tatoueuse en faisait partie. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'€1 et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantjtprof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt!